Bonjour téléspectateurs de DIAF TV, merci de nous recevoir et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Jacques Etoudi Ateba, n'est-ce pas, qui est porteur d'un projet éducatif pour le Cameroun. Alors nous allons de ce pas le retrouver sur le plateau. Alors bonsoir monsieur Jacques Etoudi Ateba. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à DIAF TV. Oui, alors pour moi. Voilà. Nous vous accueillons, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on nomme en fait l'orientation scolaire au Cameroun notamment, où, n'est-ce pas, vous êtes déjà enseignant, il faut le rappeler, et vous êtes aussi le directeur associé de l'ADEC, qui est l'Agence pour le développement de l'excellence et de la qualité en éducation et en formation. Alors, vous êtes justement promoteur d'un salon international de l'éducation qui se tiendra au Cameroun au mois de novembre prochain. Et avez-vous quelque chose à dire aux Camerounais qui ne vous connaissent pas? Pouvez-vous vous présenter en quelque sorte? Je pourrais me présenter assez facilement. Je suis formateur des formateurs. J'ai commencé comme professeur des écoles normales d'instituteurs au Cameroun. J'ai exercé également dans la communication, donc je suis communicateur. J'ai créé un journal spécialisé en éducation. C'était l'éducation camerounaise, l'éducation africaine de manière globale. J'ai appartenu à un réseau des journalistes africains en éducation, un réseau qui était piloté par le feu Pius Njawe notamment. En dehors de ça, j'ai également travaillé dans la cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale du Cameroun. Et depuis 2001, j'ai enseigné au rectorat de Créteil. Et je suis chargé, dans le 94? Dans le 94, effectivement. Donc, au rectorat de Créteil, et chargé de cours à l'université de Paris 8. Donc, c'est ce que je pourrais dire en gros. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai réussi à concilier à la fois l'expertise pédagogique camerounaise et celle française. Ça me donne quand même une certaine vision qui se veut complémentaire entre l'expérience camerounaise et l'expérience française. Je vous remercie. D'accord. Alors, justement, par rapport au lancement du salon international, n'est-ce pas, que vous allez tenir à Yaoundé, au Cameroun, le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Jacques Famedongo, a signé avec vous, le 30 décembre dernier, une lettre de parrainage pour ce salon-là. Alors, que peut-on attendre réellement de ce salon, c'est-à-dire dans le concret? Comment ça se passe? Est-ce que vous comptez essentiellement sur le gouvernement camerounais, ou alors vous avez des partenaires autres que le gouvernement camerounais pour mener à bien justement une éducation en fait qui concerne en réalité tous les Camerounais? D'accord, nous savons que l'éducation concerne un peu tout le monde, il faut déjà le dire. Et quand on parle du ministre de l'enseignement supérieur, un peu pour rectifier la chose, parce que oui, le ministère de l'enseignement supérieur, qui pour moi est la tête pensante de l'éducation nationale au Cameroun, effectivement. Nous savons aussi que le gouvernement a une marge d'action parfois réduite. Et si l'éducation concerne tout le monde, ça signifie que nous pouvons solliciter tout le monde pour faire en sorte que ce salon soit une réussite. Et nous n'avons pas attendu le ministère de l'enseignement supérieur pour mener déjà un certain nombre d'actions. Tous les supports de communication du salon sont prêts. Les partenariats ont déjà été mobilisés. Nous avons sollicité un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas seulement institutionnels, qui ne sont pas seulement gouvernementaux. Nous sommes allés vers les entreprises. Nous avons déjà à cette fin signé un partenariat avec une agence de communication. Et c'est cette agence de communication qui met en œuvre son carnet d'adresses, son expertise, pour faire en sorte que cet événement soit l'un des plus beaux possibles en matière d'événementiel au Cameroun. D'accord, justement, on a obtenu au sein de la rédaction de DIAF TV ce courrier, n'est-ce pas, de parrainage du ministre Famedongo. Et alors,
on va essayer de lire un extrait et vous allez essayer de nous expliquer. Alors, de manière plus générale, les objectifs poursuivis pour votre association sont en parfaite concordance avec la politique actuelle du gouvernement visant à mobiliser les acteurs internes et externes de la communauté universitaire en vue de l'édification d'un système national d'assurance qualité de l'enseignement. Alors, en d'autres termes, on revient sur le dernier mot, c'est celui de l'assurance qualité. C'est un concept qui n'a pas souvent été intégré dans nos politiques d'éducation, où on a considéré l'éducation comme étant un secteur de la vie publique, pour ne même pas dire un département ministériel qui est celui de l'éducation nationale, qui évolue en marge, par exemple, du ministère de l'économie, qui évolue en marge du ministère de la Défense, qui est distinct du ministère des Relations extérieures. Mais quand on parle d'assurance qualité, c'est parce qu'il est question de réconcilier tous les acteurs de l'éducation qui pourraient appartenir à la chaîne de la communauté éducative, pour que chacun sente qu'il est partie prenante à la fois de l'offre et de la demande éducative au Cameroun. Justement, est-ce l'objectif justement du salon? L'objectif du salon, c'est effectivement responsabiliser chaque acteur, pour que l'éducation cesse d'être une affaire d'enseignant, pour que l'éducation soit en quelque sorte le rendez-vous de tous les acteurs de la communauté nationale. D'abord, avant même qu'elle ne soit éducative, une société ne vit que parce que, effectivement, elle promeut les valeurs, qu'elle se préoccupe de transmettre, d'abord de recevoir et de transmettre les valeurs qu'elle reçoit. Donc, pour nous, l'éducation n'est pas une affaire de département ministériel, comme je disais tout à l'heure. L'éducation n'est pas qu'une affaire d'enseignants. L'éducation concerne chacun d'entre nous, surtout dans la vision africaine. J'insiste là-dessus parce que en Afrique, comme nous le savons, c'était la communauté qui éduquait. De manière traditionnelle, c'était la communauté qui éduquait. Comment je voulais dire, la transmission des valeurs était d'abord une affaire sociétale. Elle ne regardait pas un corps de métier ou certains individus qui auraient appartenu à telle fonction. C'était la communauté entière. Donc, vous comprenez que notre préoccupation soit celle-là de réconcilier l'ensemble des Camerounais autour d'un objectif qui est celui de l'excellence, qui est celui de la qualité. D'accord. Mais justement, vous avez utilisé l'imparfait, on va dire, parce que on a l'impression que finalement, rien ne s'est fait durant des années et des années. Vous avez précisé tout à l'heure, n'est-ce pas, dans votre réponse, qu'il y avait ce que les philosophes disent, le cognitif, qui était vraiment que chacun éduquait, c'est-à-dire l'enfant d'autrui était notre enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça s'effrite, et que comptez-vous réellement faire pour qu'il y ait cette nouvelle union, on va dire union nationale, pour que l'enseignement soit un enseignement de valeur? Voilà. En marge du salon, justement, il y a ce que nous appelons le volet scientifique. Il y a le volet scientifique du salon qui devrait permettre à certains orateurs, à certains, comment je veux dire, communicants, à mon avis, d'échanger sur ces questions qui nous semblent essentielles. Il y a eu l'éducation traditionnelle, puis il y a eu, on pourrait dire, un accident de parcours, qui est, on pourrait dire, la venue de l'éducation occidentale, qui a son côté positif, mais qui a aussi, en quelque sorte, interrompu un processus qui était devenu naturel, celui, comme je disais tout à l'heure, de la transmission des valeurs. Nous avons dû nous mettre ensemble à une nouvelle école. Mais quand nous faisons le bilan aujourd'hui, à peu près, enfin plus de 50 années après les indépendances, force est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Force est de reconnaître que les valeurs que la société traditionnelle conservait jalousement ont en quelque sorte foutu le camp. Ça signifie que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'acquisition de certains titres scolaires et universitaires, les diplômes. Et on sait qu'un système a réussi ou qu'un élève a réussi parce qu'il a pu avoir des notes scolaires qui parfois reposent sur, on pourrait dire, des aléas que nous connaissons.
l'élève peut tricher et avoir son examen, et on dira qu'il a eu réussi dans le processus de transmission des apprentissages, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors que le même individu, dans le même temps, a copieusement, en quelque sorte, foulé au pied des valeurs essentielles, les valeurs qui font qu'une éducation soit véritablement réussie. Tant qu'il n'y a pas de valeur, tant qu'il n'y a pas d'acquisition de valeur, on ne pourrait pas dire qu'une éducation a réussi. Et c'est cette vision justement intégrale, cette vision holistique de l'éducation qui nous intéresse, où il y a le volet cognitif, comme vous disiez tout à l'heure, le volet de la transmission des, comment je vais appeler ça, pas des connaissances, de la transmission des savoirs, appelons ça comme ça, des savoirs. Transmission des savoirs qui est réductrice parce qu'elle laisse de côté tout un ensemble de choses relatives au savoir-faire, au savoir-être, au savoir-devenir. L'école ne se circonscrit plus à l'heure actuelle qu'au niveau des savoirs. Et on n'est pas surpris par le résultat parce qu'on se rend compte qu'il y a dans nos sociétés la corruption, il y a l'esprit nationaliste qui n'existe pratiquement plus. C'est chacun qui prêche pour sa chapelle, c'est chacun qui essaie de tirer son épingle du jeu. Et avec, on pourrait dire, ce genre d'attitude, c'est le système éducatif qui doit être réinterrogé. Et c'est un peu l'occasion de ce salon-là, où on se dit, nous regardons les yeux dans les yeux, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son expertise, ses compétences, qu'on essaye de voir ce qui n'a pas marché et qu'on définisse un avenir commun. Voilà. D'accord. Mais justement, on voit que le projet il est bien ficelé. En revanche, il reste un côté flou, hein, notamment pour les téléspectateurs et les auditeurs qui pourront, n'est-ce pas, vous suivre. Il s'agit des profils. Quels sont les profils qui pourront porter votre parole et comment, disons ça comme ça, le peuple pourra être impliqué, interpellé pour adhérer aussi à cette cause? Parce que là, c'est une autre paire de manches. Ça, je vous comprends bien et cette préoccupation a été partagée par l'équipe, par le comité d'organisation du salon. Et nous avons comblé ce besoin en associant les profils les plus divers. Comme je le disais il y a un instant, l'éducation n'est pas qu'une affaire de spécialistes, n'est pas qu'une affaire d'enseignants, n'est pas qu'une affaire d'experts. L'éducation concerne tout le monde. Et à ce titre, tout le monde a voix au chapitre. Et derrière le salon, je vais insister là-dessus, derrière le salon, il y a d'abord une entreprise qui s'efforce de renforcer les capacités. Et quand on parle de renforcement des capacités, elle ne concerne pas seulement les capacités, on pourrait dire professorales, les capacités pédagogiques liées au système éducatif. C'est le renforcement des capacités de la communauté éducative, où les parents doivent être formés à être parents, où les communicateurs sociaux, les leaders d'opinion doivent être formés. On ne s'improvise pas leader d'opinion. C'est pas parce qu'on est fâché contre le régime qu'on estime qu'on a toutes les compétences qu'il faut pour se répandre dans les médias, parfois de manière désorganisée, parfois inconséquente. On se proclame opposant dès la première, j'allais dire dès la première déconvenue. Mais le problème est de savoir si les populations sont mises à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple question éducative, de la simple question enseignante, est-ce que celui qui veut être leader d'opinion est formé à être leader d'opinion? Il faudrait quand même qu'il accumule un certain nombre de connaissances, qu'il sache, par exemple, communiquer. On ne dit pas n'importe quoi dans l'exercice de communication. Il y a une certaine attention qu'il faudrait porter vis-à-vis de ceux qui vous suivent, de ceux qui vont vous écouter. Mais on remarque à l'heure actuelle, il y a une certaine dérive. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'au niveau du Cameroun, il y a eu tout un Conseil national de la communication pour essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas des débordements. Bon, on peut avoir des choses à dire contre cette institution, mais personne ne peut en quelque sorte remettre en cause
sa légitimité. Donc, nous, on se dit, chacun a quelque chose à dire, mais organisons des salons, organisons des agoras, revenons à ce qu'il y avait au sens traditionnel du terme, où des individus s'asseyaient régulièrement et communiquaient. Retrouvons cette tradition qui est notre spécificité africaine. D'accord. Ce retour aux fondamentaux dont vous parlez, est-ce que ça peut se faire sans un coût assez conséquent? Parce qu'on voit que vous avez mis en ligne un site internet, on va le mentionner justement quand on rendra compte de tout ceci sur le site. Et alors techniquement, cela suppose quoi réellement pour asseoir ce projet-là? Cela représente des coûts assez considérables. Parce qu'à l'heure actuelle, alors même que nous n'avons pas encore engagé la phase opérationnelle du partenariat que nous avons avec le gouvernement camerounais, nous avons avancé. Et ce n'est pas habituel qu'au Cameroun, une année avant l'événementiel, tous les supports de communication soient déjà prêts. Nous nous sommes engagés dans cette logique-là parce qu'on se disait les coûts sont tellement énormes qu'il faut les étaler dans le temps. Donc un grand effort a été fait, des bonnes volontés, des mécénats qui se sont manifestés, mais surtout de la part même des organisateurs, un grand effort a été fait. Moi, je ne peux pas vous dire combien j'ai déjà investi dans l'opération, mais je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, il y a une trentaine de personnes qui sont au service de ce projet. Il a fallu les intéresser d'une certaine manière. Il a fallu les désintéresser parfois. Et tout cela représente un capital considérable. On nous a dit, votre projet, tout en étant beau, sera difficile à réaliser au Cameroun. Parce qu'il y a un certain nombre de pédanteurs que nous n'allons pas renier. Mais on se dit qu'avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et nous sommes justement en train de faire la démonstration, jusqu'à l'heure actuelle, du fait qu'il ne faut pas avoir beaucoup de moyens pour entreprendre. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup de moyens pour entreprendre. Nous avons commencé de manière, on pourrait dire, empirique. Nous faisons notre petit chemin et on se rend compte que, au fur et à mesure, les moyens se déploient eux-mêmes. Des portes s'ouvrent, des amitiés se nouent. D'ailleurs, notre présence ici, sur ce plateau, n'obéit qu'à cette logique-là. Il a fallu que je rencontre tel, qui m'a fait rencontrer tel. Et vous voyez, on y arrive. Mais c'est justement cet esprit qu'il faut enseigner aux Camerounais. Au Cameroun, on pense qu'il faut d'abord connaître les gens. On pense qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent pour initier. Qu'est-ce qui fait le chômage actuel au Cameroun? C'est le fait qu'on se dise, je n'ai pas d'argent pour initier. Personne ne se voit en tant qu'entrepreneur. Il faut justement développer au sein de la communauté, par exemple éducative, mais surtout auprès des élèves et étudiants actuels, cette idée, cette culture entrepreneuriale. Il faudrait qu'ils soient formés à l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que c'est l'un des défauts du système que nous avons hérité de la colonisation, où tout a davantage été enseigné de manière livresque, la culture à la française, même si nous sommes bilingues, mais on sait quand même qu'au Cameroun, le côté francophone est le plus prégnant. Et on se rend donc compte qu'effectivement, on s'est préoccupé d'accumuler des connaissances sans véritablement apprendre à investir, sans entreprendre. Je vous disais tout à l'heure que j'ai été enseignant au Cameroun, et tout en étant enseignant, j'ai créé un journal, ce qui était déjà inédit. Je ne travaillais pas à Yaoundé, mais depuis ma brousse, parce que moi j'avais cette fibre. J'ai initié un journal qui avait déjà une vocation africaine, alors que j'étais en Goumou, c'est-à-dire en dehors de la capitale. Quand je commençais, on m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'il y a déjà un journal au ministère de l'Éducation nationale. J'ai dit d'accord, mais le journal de l'Éducation nationale ne m'empêche pas de créer le mien. Donc il a fallu, à mon avis, affronter un certain nombre de barrières, à la fois institutionnelles, psychologiques. On est même allé jusqu'à me dire que puisque vous êtes enseignant, vous aurez du mal, vous êtes fonctionnaire, vous aurez du mal à vous départir de la tutelle administrative. Mais nous l'avons fait.
Donc, pour moi, tout est possible et c'est cet esprit d'entrepreneuriat qu'on devrait promouvoir au Cameroun. D'accord. Concrètement, l'ADEC, hein, c'est-à-dire qui est l'agence pour le développement de l'excellence et de la qualité en éducation et en formation, pourra faire quoi par rapport aux réalités sur le terrain? Alors, j'en veux pour preuve justement le volet orientation. Quand un élève est en 3e, alors il fait soit la seconde scientifique hein, ou technique, ou à défaut, il poursuit dans l'enseignement, on va dire, général. Qu'est-ce que l'ADEC peut apporter pour que ça ne reste pas comme tel? Oui, ces schémas-là sont des schémas traditionnels. Et l'ADEC se voudrait quand même plus professionnel que ça. Professionnel, ça signifie qu'on s'inscrit à la fois dans la tradition, dans ce qui se faisait déjà. Vous voyez les références que je fais à l'éducation traditionnelle, mais nous arrivons à faire le grand écart qui nous conduit jusqu'aux notions les plus modernes en matière d'éducation et de formation, et même d'orientation, pour nous en tenir à ce volet-là. Mais il est donc question, selon la vision que l'ADEC voudrait développer au sein de la communauté éducative, que l'orientation commence même dès la maternelle. Le petit enfant, il y a des jeux spécifiques qui permettent déjà de détecter quels sont les talents d'un enfant. De sorte que, dès la maternelle, on puisse déjà, même si le système ne le permet pas, savoir quels peuvent être, en quelque sorte, je parlais des talents, mais au moins les tendances de l'individu. De sorte qu'il soit orienté en fonction de ces tendances. Mais avec l'ADEC, donc, il est question de détecter les talents. Détecter les talents, comme je disais, dès la maternelle, mais dès l'enseignement primaire, de sorte que quand il arrive en 5e, 4e et 3e, on construise avec lui, sur la base des talents qu'on aura déjà détectés, qu'on construise un véritable parcours scolaire et surtout un véritable parcours professionnel. Qu'on envisage des études que dans la durée, c'est-à-dire avec déjà un schéma à long terme de, on pourrait dire, du profil de métier, du plan de carrière qu'on peut déjà dessiner avec l'intéressé pour qu'il ne fasse pas des études qui le conduisent à une espèce d'impasse. Ce n'est pas en classe de 3e que l'enfant doit déjà... ce n'est pas en classe de 3e qu'il doit commencer à se demander qu'est-ce que je ferai demain? Est-ce que je vais faire une seconde professionnelle? Mais non, quand les talents sont détectés, on peut déjà savoir où l'orienter sans l'y obliger. Mais au moins, on lui présente déjà un parcours. On dessine déjà avec lui le parcours dont il est question. Tenant compte de ses talents, tenant compte des besoins de la société, tenant compte de son environnement. Donc ça signifie que arrivé au niveau de la seconde, au niveau de la première et de la terminale, il doit se préoccuper d'acquérir les compétences qui sont celles de son niveau, au lieu d'être en train de réfléchir sur ce qu'il fera plus tard. Vous savez ce que ça peut avoir de démobilisateur. Quand l'individu n'a véritablement pas choisi, on peut dire qu'il ne sera pas motivé. Et vous savez combien il faut être motivé pour mener à bien certaines études. Ben justement, ça tombe bien, cette phrase-là. Et il vous a fallu combien de temps pour mener déjà ce projet? Et quelles sont les difficultés que vous avez eues hein, pour arriver, n'est-ce pas, à cette espèce de parrainage-là avec le ministère de l'Enseignement supérieur? Oui, ce projet repose d'abord sur un parcours personnel. Je me permets de le dire comme ça. Un parcours personnel, une expérience de vie individuelle où, ayant été journaliste, comme je vous l'ai dit, j'ai ensuite exercé à l'Éducation nationale, mais j'avais déjà en vue, je me disais qu'il faut un grand salon de l'éducation au Cameroun. Donc, le projet, j'ai essayé de le maturer des années durant, essayant de voir comment il pouvait être réalisé. Si bien qu'en 2009, j'avais déjà lancé l'idée d'un salon de l'éducation au Cameroun. Et ce salon a échoué. Ce salon a échoué, et de cet échec, j'ai tiré un certain nombre d'enseignements. Parce que nous, je prends notamment un exemple, nous avons voulu faire un salon avec les éléments, avec les moyens que nous avions
individuellement au sein de la structure que nous avions créée, de notre comité d'organisation. Mais nous n'avions pas pensé, par exemple, qu'il fallait nous associer au pouvoir public pour arriver à conjuguer, on pourrait dire, nos forces. Aujourd'hui, vous voyez que cette erreur-là a été réparée. Et nous pouvons savoir que le partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur nous assure au moins d'une chose, une certaine crédibilité. Nous, ce que nous sommes allés chercher là-bas, c'est d'abord la crédibilité. Est-ce que nous sommes crédibles? Est-ce que nous pouvons accéder à un système qui paraît de l'extérieur fermé? Parce que l'éducation nationale, pour l'instant, est assez hermétique selon l'idée qu'on s'en fait. On se dit que c'est une affaire du ministère, c'est une affaire du gouvernement. Mais comment nous, petits enseignants, petits parents, petits communicateurs, avons réussi en quelque sorte à perforer le système? C'est ça qui est intéressant. Nous n'avons pu le faire que parce que nous avons rencontré une oreille attentive. Une oreille attentive en la personne du ministre de l'Enseignement supérieur, dont je peux me permettre de donner le nom, sauf s'il y a un réserve, le professeur Faman Dongo, qui nous a écoutés avec attention. Et j'avoue que l'entretien que nous avons eu avec lui nous a édifiés. Nous a édifiés déjà par rapport à notre projet, mais en même temps parce que nous avons balayé les problématiques de l'éducation. Et avec lui, nous sommes allés interroger d'abord, comme je disais tout à l'heure, les fondements même de l'éducation. C'est quoi l'éducation? On est allé voir déjà au niveau traditionnel ce qui s'est fait ailleurs. Nous avons fait ce que je pourrais appeler de l'éducation comparée. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de la construction de la cité. Nous avons parlé de la politique. Et cette politique, il entendait non comme l'assistance à des meetings et tout ce qu'on peut imaginer, mais la politique consiste à la construction de la cité. Et je pense que c'est quand on a ce type de rencontre, qui a d'abord été une rencontre de beaux esprits, moi je dirais comme ça, qu'on peut se rendre compte que non seulement il y a beaucoup à faire dans nos pays, mais nous avons les éléments d'y arriver, pourvu que les choses soient faites d'une certaine manière, pourvu que des rencontres soient permises, pourvu que des intelligences se conjuguent. Je pense qu'avec les moyens que nous avons, même de manière endogène, on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est l'esprit de l'ADEC. Et tout ce que nous faisons au Cameroun, qui pour nous n'est qu'un territoire d'expérimentation, sera diffusé à l'ensemble de l'Afrique. Le label qui sera créé au Cameroun, il a vocation à rayonner sur l'Afrique. En matière d'éducation, quand on parlera d'excellence et de qualité, c'est ce modèle qui commence déjà au Cameroun qui devra être en quelque sorte répercuté sur l'ensemble du continent. Ça, c'est la vocation que nous nous sommes définis. Au sein de l'ADEC? Oui, au sein de l'ADEC. Voilà. Alors, docteur, nous arrivons sur le terme de cet entretien, de ce court entretien. Et quel est votre dernier mot? Que voulez-vous dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Qu'attendez-vous réellement de ce salon-là? C'est vrai que vous vous êtes pris à l'avance, qui aura lieu en novembre au Cameroun. Qui voulez-vous interpeller là, présentement? Je suis convaincu que chacun des auditeurs, chacun de nos auditeurs a son mot à dire dans ce salon. Ce que je voudrais dire, et j'invite les uns et les autres à se joindre à cette initiative, qui n'appartient pas seulement à l'ADEC, comme je disais tout à l'heure, qui n'appartient pas seulement au partenariat que l'ADEC aurait noué avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qu'on considère d'abord que c'est un projet qui concerne la communauté éducative nationale dans un premier temps, mais évidemment, étant donné que c'est un salon international, ça signifie que tout Camerounais qui suit cet entretien est interpellé, mais aussi tout africain. Et même, il y a une forte délégation qui partira de nos pays occidentaux, la France, l'Allemagne, la Turquie, qui est le pays invité, parce que nous avons invité quelqu'un qui n'est même pas, qui n'est pas camerounais, j'allais dire une entité qui n'est pas camerounaise, qui n'est pas africaine, mais qui est la Turquie, qui viendra en quelque sorte exposer son savoir-faire.
de sorte que des partenariats se nouent encore. En passant par M. Mbassa, on pourra avoir tous les contacts nécessaires et qui permettront à chacun d'apporter sa modeste contribution. Vous voyez, je parle bien de modeste, mais je sais de quoi sont capables nos auditeurs. Chaque pierre à l'édifice fera quelque chose de bien. Voilà. Bien évidemment, nous vous souhaitons bonne chance. Hein. Je souhaite bonne chance et j'attends tout de la participation des uns des autres. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous disais au début que c'était plutôt un honneur pour moi et j'espère que cet entretien pourra se prolonger tout le long du chemin qui va nous conduire jusqu'à ce salon. Et même après ce salon, parce qu'il y a une vie avant le salon et une vie après le salon. Nous savons que le salon n'est que la partie visible de ce projet. Ce n'est qu'une plateforme. Mais en fait, il y a un travail de fond à mener, un travail de réconciliation, comme je disais, et de responsabilisation de la communauté éducative. Voilà. Merci beaucoup, Dr Etoundi Ateba. Et chers téléspectateurs de DIAF TV, nous vous remercions, n'est-ce pas, de nous rester fidèles. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.